La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Le bruit de la cloche que vous entendez provient bel et bien de la tour de la cathédrale Saint-Paul-et-Pierre de l'archidiocèse de Lubumbashi, où depuis le 19 juillet 1969, Monseigneur Adolphe Solochi a mis son ministère au service de l'Église catholique romaine. C'est depuis son ordination comme prêtre catholique que ce clergé a pris pour devise de sa vie sacerdotale: le Fils de l'homme est venu au monde non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Un contenu tiré dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 20, verset 28. À travers cette devise, le prélat catholique voulait tout simplement dire que servir constitue sans nul doute la motivation de la disponibilité permanente d'être à l'écoute des autres. C'est notamment les familles, les couples désabusés, afin de les aider à consolider et à vivre la beauté du mariage, de l'amour et de la joie. Il y a la fraternité des foyers chrétiens. Quand vous voyez le tableau là, j'ai fondé aussi ce que nous appelons la fraternité des foyers chrétiens. C'est aussi une ASBL qui a obtenu aussi son arrêté ministériel, qui a comme pour objectif la promotion et l'accompagnement des jeunes gens, des jeunes filles, des couples, des mariés et de toute communauté de vie. C'est-à-dire, quand j'étais curé pendant 10 ans à Saint-Paul, j'ai constaté que dans cette pastorale, il y avait le problème de la communauté paroissiale, qui était un problème que je considérais prioritaire. C'est que j'ai senti que les mariés ne vivaient pas dans l'harmonie dans leur foyer. La femme qui vient se plaindre: oh mon mari, il a 2, 3, 4 femmes. Oh mon mari me jurait même devant les enfants. Le mari qui vient se plaindre, même si nous communions: ma femme, c'est une sorcière. Elle ne prépare pas bien. Oh, papa a battu maman la nuit. Il nous a réveillés pour nous dire: voilà votre maman, je vais lui donner des leçons. Les enfants qui se plaignent de leurs parents, les parents qui se plaignent de leurs enfants, les mariés, l'époux et l'épouse qui vivent dans la disharmonie totale. Alors ça m'a interpellé. J'ai dit, ils sont comme des brebis sans berger. On ne les accompagne pas. Il n'y a pas dans l'Église vraiment ce grand souci d'amener ces gens à vivre heureux, parce qu'ils cherchent à être heureux. Le jour du mariage, il y a un dialogue qui se fait entre le jeune homme et la jeune fille. Veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Veux-tu être ma femme? Je le veux. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Rien que la mort ne peut nous séparer. Je te reçois comme époux, je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Dans le bonheur comme dans les malheurs. Ce n'est que la mort qui peut se séparer. Moi, j'aime bien. On dit ça. C'est là qu'il y a mariage, cet échange de consentement. Ce n'est pas le prêtre qui se marie. Le prêtre est supposé être célibataire. Sont les mariés
qui font leur ministère. C'est le seul sacrement dans l'Église catholique romaine qui est célébré, administré par les laïcs. Pour les autres sacrements, c'est le prêtre. Donc, j'ai voulu travailler pour la promotion du mariage. Il faut encourager les gens à se marier. Il ne faut pas les décourager. Rappelons qu'en dehors de la charge qu'il a comme président de la fondation Adolphe Nsolochi, depuis 1994, il est président de l'ASBEL Fraternité de foyers chrétiens, une œuvre de la pastorale des couples qui a pour objectif d'assurer l'encadrement des couples selon les engagements de l'Église, d'entretenir la flamme de la foi chrétienne avec des témoignages axés sur le salut des conjoints, d'établir les époux dans leur harmonie conjugale, comme l'indique ici son secrétaire exécutif, le professeur Camille Kamba. En fait, c'est depuis 1974, 1974, que nos chemins se sont croisés par l'entremise d'un ancien, je peux appeler ainsi directeur spirituel à moi, parce que j'ai été d'abord au petit séminaire, qui le connaissait aussi de l'époque où ils ont étudié ensemble. Ils ont vécu ensemble au petit séminaire, ils se sont connus, et puis leurs chemins se sont séparés. De l'abbé Lambert Moussega et M. Adolphe Nsolochi, qui étaient tous, bon, je ne dis pas condisciples, il y avait des années de décalage, mais ils ont vécu ensemble au même moment au petit séminaire. Et ils sont partis. Alors quand moi j'arrive au petit séminaire, je rencontre l'abbé Lambert, qui était là comme formateur, séminaire de Capri. Et je rencontre l'abbé Lambert comme formateur. Alors au moment de rentrer en vacances, à l'époque, on nous recommandait, lorsque nous rentrons en vacances, d'être sous la guidance d'un serviteur de Dieu pour justement nous permettre de garder notre élan spirituel. Alors, en venant de Lubumbashi, il m'a fait une lettre de recommandation pour me dire voilà, dès que tu seras à Lubumbashi, tu vas voir le curé de la paroisse Saint-Pierre. Tu lui tends la lettre et tu dis de qui ça vient. Un bon matin, au mois d'août 1974, je me présente à la porte du secrétariat de la cathédrale, je sonne et je vois apparaître un trentenaire qui avait tout l'air, j'allais dire, d'un jeune premier, avec des belles moustaches, avec une grosse chevelure, avec un habillement vraiment qui ne laissait rien présager que c'était un serviteur de Dieu. Il faut remonter d'abord à l'origine de la création de ce mouvement ou de ce groupe, c'était en 1994, comme je viens de le dire, que Monseigneur Adolphe Nsolochi convoquera des couples à la paroisse pour recevoir un enseignement pendant 4 jours, sous forme de sessions de formation. C'est à l'issue de cette session-là qu'il va constituer un comité qu'on va appeler comité de soutien au couple. Il s'agissait en fait d'une trentaine de couples qui se réunissaient une fois par semaine, en vue de traiter des problèmes spécifiques à leur vie matrimoniale et conjugale. N'est-ce pas? Autour de la parole de Dieu, petit à petit, le mouvement s'est étendu dans d'autres paroisses. De Lubumbashi notamment, on est arrivé, je crois, à peu près dans une vingtaine de paroisses où était implanté ce mouvement. C'est au regard de cette mutation-là, de cette extension qu'on a pris la résolution de changer le comité de soutien au couple en fraternité de foyer chrétien. Et depuis 1999, on arrive en 2004, à l'occasion aussi d'un autre séminaire sur la prière. On se retrouve que l'association s'étant élargie, il fallait aussi des structures appropriées. C'est en sorte qu'il crée ce qu'on appelait à l'époque le poste de berger national de l'association. Donc il était censé coordonner les activités et en fait accompagner Monseigneur dans la conduite des affaires de cette association. C'est à ce moment-là que nous avons été désignés comme secrétaires. D'abord comme berger national et puis ensuite à l'occasion du premier congrès que nous avons tenu en 2019. C'est-à-dire qu'en changeant les structures de l'ASBEL, on est passé du poste de berger national à celui de secrétaire général que j'occupe au jour d'aujourd'hui. Donc, en totalité, je peux dire, ça fait presque 18 ans que nous occupons ce poste de responsabilité au niveau de l'association. Oui, concernant la structure,
il y a le secrétariat général, il y a d'autres structures on peut appeler d'organisation, il y a par exemple des commissions de formation, d'évangélisation, il y a commission d'intercession, il y a des commissions de développement. Bon, donc c'est toute une structure pour que l'association puisse évoluer et progresser dans le bon sens. Par rapport au nombre de membres, bon, nous sommes éparpillés. La fraternité est à la fois ici à Lubumbashi, nous sommes à Likasi, nous sommes à Kipushi pour le diocèse de Haut-Katanga, de Lubumbashi et de Kipushi. Et puis nous sommes à Kananga, à Mbujimaï, nous sommes à Moledito, nous sommes à Gabinda, nous sommes aussi à Mweka, à Mikalaï, et à Kinshasa nous y sommes. En Afrique du Sud, il y a aussi une fraternité là-bas. Il y en a aussi à Uvira. Il y en a aussi à Bruxelles et aux États-Unis à Dallas. Donc, c'est éparpillé presque dans le monde et selon les configurations de chaque foyer, nous appelons ça foyer. Bon, les membres sont de différentes catégories. Il y a des couples mariés, il y a des veufs, des veuves, il y a des jeunes, il y a des célibataires, des femmes célibataires par exemple, mais aussi des consacrés. Nous avons des membres religieux, nous avons des sœurs, des religieuses, nous avons des prêtres qui sont aussi membres de la fraternité. Alors, quelles sont les notions que nous véhiculons à travers ce ministère? Dès le départ, nous partons de l'idée que le mariage a été créé par Dieu. Donc c'est une institution divine, comme nous le prescrit Genèse chapitre 1er, verset 27 et suivant. Et puisqu'il est créé par Dieu, donc c'est quelque chose de sacré. Et ce qui est sacré, c'est doit être respecté. Ça doit être honoré. Nous le voyons dans Hébreux au chapitre 13, verset 4, que tous honorent le mariage. Parce que ça vient de Dieu. Mais pour que ce mariage soit honoré, il faut une certaine ligne de conduite. Il faut une certaine façon d'aborder le mariage. Et la Bible nous dit que ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Donc la première notion d'abord, c'est l'indissolubilité du mariage. Et il n'y a aucune raison chez nous pour que le mariage soit rompu. Une fois qu'on s'est engagé, on va jusqu'au bout. Et comme nous le disons souvent, lorsque nous échangeons nos vœux lors du mariage, rien ne nous séparera, sinon la mort. Donc cette indissolubilité-là, elle mérite qu'elle soit mise au devant. Et pour la préserver, il faut s'intégrer dans une certaine spiritualité. N'est-ce pas? Et la spiritualité que nous préconisons, c'est celle de béatitude. Heureux les pauvres en esprit, et heureux les miséricordieux, parce qu'il n'y a pas de vie familiale possible, il n'y a pas de vie conjugale, il n'y a pas de vie d'ensemble s'il n'y a pas de pardon. Le pardon est la première vertu, la première valeur que nous prenons, parce que c'est grâce à elle que ensemble nous serons cheminés malgré nos états de faiblesse. Parce que n'oublions pas que l'homme est faible de par nature. Et dans un couple, il est plus facile si on se focalise l'un et l'autre sur les défauts, de sorte qu'on n'ira jamais loin. Voilà pourquoi nous disons, on doit se pardonner. Nous savons tous que chacun a des qualités et défauts, mais l'important ce n'est pas de compter chaque fois les défauts de l'autre, mais c'est de pouvoir se soutenir mutuellement et pour que l'engagement qu'on a pris soit un engagement que l'on puisse respecter jusqu'à la fin. Le mariage est aussi une affaire de la foi, parce que c'est Dieu qui donne la femme à l'homme et l'homme l'accepte. Quand nous regardons comment Adam a reçu Ève au jardin, il n'a pas posé de questions à Dieu, il n'a pas demandé cette femme que tu as créée, tu l'as créée à mon insu, tu me l'as imposée. Comment est-ce que tu l'as créée, pourquoi et comment? Il l'a accepté. Tout en sachant qu'il n'a pas participé à la création de la femme. Mais il accepte comme une action de grâce. Lorsqu'il dit, voici un fait de maison. Mais c'est une façon de dire, mais qui suis-je Dieu pour remettre en question ce que tu as fait pour moi? Il l'a reçu en toute humilité. C'est après, lorsque Satan, le diable, va entrer en eux, qu'il va commencer à juger Dieu en disant, mais ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, la femme que tu m'as imposée. Donc le mariage étant ce qu'il est, ce n'est pas une affaire simplement des sentiments humains. C'est d'abord une question de foi. Et j'ajoute encore, c'est même qu'une question des raisons. Pourquoi? Parce qu'il faut durer dans le temps. Il faut donc fonder toutes les raisons pour vivre ensemble. Et ce n'est pas automatique. Donc les messages que moi je peux, à ce niveau ici,
adressé au mariage ou au couple chrétien, c'est tout simplement de savoir que le mariage, ça s'entretient. Et ça s'entretient au sein d'une association, d'un groupe comme le nôtre, où nous avons comme objectif de mission préparer au mariage, parce que beaucoup de mariages, comme dit Osée, mon peuple préparé faute de connaissances, beaucoup de mariages se brisent parce qu'ils ne sont pas préparés au mariage. Parce que ceux qui y entrent ne savent pas pourquoi ils y entrent. On y entre sous divers effets, des contraintes sociales, d'autres motivations, mais qui ne sont pas celles qu'ils devraient aborder comme motivation principale. Donc, nous sommes là, nous accompagnons, nous préparons les jeunes au mariage pour qu'ils y entrent de façon, oui, j'allais dire rationnelle. Le mariage, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va y chercher? On n'y va pas par son propre plaisir, pour faire plaisir aux parents, parce que les parents ont vieilli, il faut leur donner des enfants, des petits-enfants, etc. Non, on y va parce qu'on a des raisons profondes d'y aller et de s'y accrocher. Non seulement nous donnons cette formation, mais aussi nous accompagnons les foyers. Parler de la vie de Monseigneur Adolphe Nsolochi, c'est d'abord revenir sur sa jeunesse. Très tôt, à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire en 1955, qu'il entra au petit séminaire Saint-François de Sales de la Mouira, à 70 km d'Élisabethville, grâce au feu révérend Père Théophane Descartes, qui lui a appris la vie de prière et de travail. En 1960, Adolphe termine sa 4e latine. Il quitta le Katanga pour le Kasaï occidental et s'inscrit au petit séminaire de Kabwe. Moi, je suis Monseigneur ex-vicaire général. C'est pour éviter une certaine confusion. Surtout quand c'est la personne même qui doit se définir devant le public. Comment se définir? Je sais que je suis en Acologie, le 23 janvier 1942. Et puis, par mutation des parents, nous sommes venus à la Katouba. D'ailleurs, vous allez sentir, quand je parle Swahili, c'est le Swahili de Katouba, Kamalondo, où j'étais, qui est un Swahili différent de la Jekamini, une minière, tout ça. J'ai fait mes études primaires à la Katouba. C'est ainsi que plus tard, je suis allé à Kamalondo, à Saint-Boniface. De là, je suis rentré encore à la Katouba pour aller au petit séminaire. Bon, c'est tout un itinéraire, mais je préfère que les gens parlent de moi, témoignent de moi. Moi, je peux donner juste de manière lapidaire, laconique. Parler de sa vie, c'est de parler du mystère de la vie. C'est-à-dire, mystère, ce n'est pas dans le sens des choses incompréhensibles. Le mystère, c'est dans le sens de quelque chose qu'on découvre progressivement, qu'on comprend progressivement et profondément, bien après. Mais c'est quelque chose qui existe potentiellement et qui se réalise. Je vous ai parlé de ma naissance à Cologie. Bon, je suis venu ici parce que les parents étaient mutés ici. Papa était électricien, un très bon électricien, qui travaillait à Trelco. On est allé à la Katouba. Et puis, de là, on est allé plus précisément à la paroisse Saint-Martin pour étudier. Voilà qu'à l'âge de 13 ans, un prêtre barbu, dans le temps c'était des pères bénédictins, qui vient dans notre classe, un blanc. Bien sûr, à ce moment-là, il n'y avait pas de prêtres nègres, noirs. C'était des missionnaires. Nous sommes dans les années 1950.
j'avais 13 ans, 55. Le prêtre là est venu chercher des vocations pour les jeunes gens. C'est comme ça qu'on a recruté dans le temps. Il s'est présenté et il a dit qu'il venait demander aux enfants là de pouvoir aller au séminaire pour devenir prêtre. Prêtre, on ne savait pas exactement ce que c'était. Quand on était enfant, on essayait d'imiter les prêtres par des gestes quand on va à la messe, mais on ne savait pas exactement ce que c'est, comment devenir prêtre. Il a commencé à expliquer, voilà, il y a un petit séminaire, voilà tant d'années, après on va au grand séminaire pour faire la philosophie, la théologie, alors on doit faire stage et puis on est ordonné prêtre. Tout ça, c'était des discours. Hein. À cet âge-là, on ne sait pas comprendre grand-chose. Mais quand il a dit pour aller à la Mouera, eh ben, il faut prendre un véhicule de la Katouba jusqu'à la gare, prendre le train de la gare jusqu'à Chilatembo, une petite gare là, et de là prendre un camion pour aller à la Mouera. La Mouera, c'était là le lieu du petit séminaire. Il y a quelques 50 ou une vingtaine de kilomètres de Chilatembo, de la gare Chilatembo. Voilà qui m'a intéressé. Prendre un véhicule, je ne montais jamais dans un véhicule, prendre le train, formidable. Quand vous entendez tchakalaka, tchakalaka, et vous n'êtes pas là-dedans. Donc cette fois, pour aller au séminaire, je serai là-dedans. J'étais fasciné par le train. Je n'ai pas de fascination de train. Arrivé à Chilatembo, j'ai voulu qu'on me remette chez moi. Pour moi, ça suffisait de prendre le train. C'est pour parler de la vocation. Mais on m'a poussé, on m'a jeté dans le camion. On a dit, tu veux aller au séminaire? Allez, on y va. Et dans ce temps-là, il nous était interdit de porter des souliers, d'avoir du savon de luxe au petit séminaire. C'est pour montrer la mentalité de cette période-là. Et là, il nous était interdit d'avoir même un miroir. Un futur prêtre ne doit pas se mirer. C'était le principe. Toutes sortes de choses, on en passe. Alors, il y a eu les temps de troubles en 1960. Alors, moi je suis né à Kologie, donc au Katangé. Mais on me dit, non, tu n'es pas Katangé, parce que tes parents sont des Basongi. Tu es Moussongi. Alors, pendant les vacances, d'ailleurs, on venait rarement en vacances. C'est alors que j'ai appris qu'il y a différence entre Katangé, Kassayen, Moussongi et autre chose. Parce que nous, au séminaire, on ne considérait pas ces choses comme ça. Mais ce fait que les parents ont été obligés de quitter le Lubumbashi parce que ce sont des Basongi. C'est ainsi qu'on est parti en catastrophe en 1960 pour le Kassai. J'arrive là, on me dit, moi, Nakatanga. Et quand j'étais ici, on dit, Kassai, nous sommes. Et je dis, finalement, je ne suis pas. J'ai abandonné le petit séminaire pendant les vacances, en 1960. On est parti avec les parents à Cabinda. En 1963, il termine ses humanités et entra au grand séminaire de Kabwe. C'est là qu'il fera les études de philosophie et de théologie, en accord avec Monseigneur Katel, évêque de Cabinda, et du Monseigneur Kabanga, archevêque de Lubumbashi. Il sera ordonné prêtre à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, en 1969. C'est le seul prêtre séculier ordonné à l'époque par Monseigneur Kabanga et le seul même de sa promotion qui soit arrivé à la pétrise. Arrivé au Kassai, je cherchais un endroit pour étudier et peut-être devenir plus tard séminariste et prêtre.
Comme à Cabinda, il n'y avait pas d'institut à ce moment-là secondaire, je suis allé à Kaboué, au Kassai. Non, il y avait des séminaristes qui étudiaient aussi à Kaboué, au Kassai, là, de Kananga. Je suis allé avec eux. Là, j'ai fait le petit séminaire. Et puis, le grand séminaire que j'ai terminé, plus ou moins brillamment. À un moment donné, bon, j'ai hésité s'il fallait devenir prêtre ou pas. Au village, on disait, mais si vous devenez prêtre, vous n'allez pas vous marier, donc vous n'allez pas avoir des enfants. Bon, tout ça. Oui, on ne comprenait pas qu'un jeune homme puisse rester célibataire toute sa vie et ne pas se marier. Il fallait m'expliquer. Finalement, bon, dans différentes de méandres, on a été ordonné prêtre. Normalement, je devrais être ordonné prêtre à Cabinda. Mais j'ai changé. J'ai voulu être ordonné prêtre ici. Parce que j'avais rencontré en ce temps-là l'archevêque Kabanga, archevêque de Lubumbashi, qui était de passage à Kaboué pour une conférence. Je lui ai dit, moi j'aimerais, au lieu de rester à Cabinda, rentrer à Lubumbashi pour être ordonné prêtre. J'étais déjà diacre, et normalement je devrais rester à Cabinda. Bon. Finalitaire, ça s'est arrangé, je suis venu ici, et j'étais ordonné prêtre à Likasi, 9 juillet 1969. Prêtre. Oui, je crois. Je crois bien, parce que ce qui m'a fait motiver, c'est l'esprit de service. C'est-à-dire que, comme quand vous voyez là, il est dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 20, verset 28, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ça m'a inspiré beaucoup de choses. J'ai pris ce verset-là comme leitmotiv de ma vie. Il faut signaler tout de même que la cérémonie d'ordination s'est déroulée au stade de Kikula de Likasi sur demande expresse du révérend Père Étienne, curé de la paroisse Saint-Martin, celui-là même qui a orienté le tout petit Adolphe vers le petit séminaire. Aussitôt ordonné, le jeune abbé sera nommé économe et directeur adjoint du petit séminaire Saint-François de Sales de Lubumbashi et obtiendra une charge horaire pour les cours de spiritualité au grand séminaire interdiocésain et deviendra par la suite aumônier de mouvement des jeunes ouvriers catholiques. En 1972, il est nommé vicaire de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi et deviendra par la suite curé de cette même paroisse en 1974. J'occupais certaines fonctions-là au petit séminaire, puis à la cathédrale. C'est quand j'étais à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi que Monseigneur Michel Kabanga m'a envoyé tout jeune prêtre en Suisse, plus précisément à Fribourg, pour faire le droit à la faculté économique et de droit de Fribourg en Suisse. Quand j'ai terminé, après 4 ans d'études, en obtenant ma licence, je suis venu ici, je suis revenu. Alors,
Vous allez voir sur les photos, il y a des cérémonies où je suis avec Monseigneur Kabanga, qui a voulu me faire honneur de fêter il n'est plus, qu'il se repose en paix. Je suis là avec lui. Il a voulu donc manifester ce souci de s'occuper des gens qui n'ont pas de moyens pour pouvoir défendre leur cause, d'être surtout conseiller, des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir les moyens pour se défendre. Alors, j'ai accepté. Je suis allé prêter serment après avoir passé un stage. Et le jour de prestation de serment, l'ancien président de la Cour, je ne sais plus maintenant son nom, m'avait dit, Monseigneur Solucci, vous êtes plus conseiller que plaideur. J'étais déjà vicaire général. Pour votre information, mon frère, je suis le tout premier prêtre diocésain avec le titre de Monseigneur vicaire général pour notre pays. Avant, il y avait M. Père Gossens, un scoutiste, un blanc. Bon, c'est pour dire qu'il fallait beaucoup de courage, de détermination, d'autant plus que, d'après certaines personnes, les avocats sont des menteurs, sont des gens corrompus. Mais oui, on m'a même déconseillé de pouvoir prester dans l'avocature. Et il y a eu des gens qui trouvaient que c'était incompatible. Un prêtre dans ce milieu-là du barreau. Vous imaginez que beaucoup de gens n'étaient pas d'accord que je sois ainsi. Ils trouvaient qu'il y avait incompatibilité. Or, il n'y a pas incompatibilité. C'est vers la fin des années 74 qu'il a plu à Monseigneur Kabanga de l'envoyer à Fribourg, en Suisse, pour les études de droit. 5 ans après, Adolphe obtiendra le diplôme de licencié en droit. Après son retour au pays en 1982, il est inscrit comme avocat au barreau de Lubumbashi avant d'être nommé en 1980 Monseigneur vicaire général de l'archidiocèse de Lubumbashi, chargé de la pastorale d'ensemble et du personnel ecclésiastique. En 1986, pendant qu'il est curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul, Monseigneur hébergeait les enfants abandonnés et autres orphelins des pères et des mères qu'il adoptera jusqu'à ses jours comme ses héritiers. Depuis lors, Maître Adolphe exerce la profession d'avocat et c'est en avril 1985 qu'il est admis au Conseil de l'Ordre des avocats près la Cour d'appel de Lubumbashi. Je suis le premier prêtre séculier avec le titre de Monseigneur au barreau dans le cas de notre pays. Il est là, Ordre national des avocats, au numéro T100 et tout. Donc parmi les premiers avocats même de manière générale. Maintenant il y a des milliers. À Kinshasa, Lubumbashi, au Kasai, des choses comme ça, il y en a plusieurs. Donc c'est pour dire que je suis parmi les premiers prêtres séculiers avec le titre de Monseigneur.
et aussi parmi les premiers avocats congolais. Toujours prêtre à jamais, il deviendra en janvier 1998 membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Lubumbashi, chose qui a été confirmée à l'époque par le président de la Cour d'appel, Makai Nuei Ambangu, lors de la prestation des serments d'avocat. Seulement plaider, s'habiller en toge, courir à gauche à droite, être comme coursier pour distribuer tel et tel dossier. C'est tout un comportement. Par exemple, je n'ai jamais refusé de cotiser, je continue à cotiser. Il faut la cotisation. Vous êtes dans l'ordre des avocats, il faut cotiser. Je paie toujours ma cotisation. Je n'ai jamais eu un cas d'omission pour telle ou telle cause. Jamais on m'a sanctionné. Et puis, je respecte on se respecte mutuellement. Il y a à un moment donné, j'étais au conseil de l'ordre pour m'occuper de la camaraderie, permettez-moi de le dire ainsi. Bon, le conseil de l'ordre a trouvé que je pouvais être primé. Nous étions une dizaine, alors c'est comme ça que j'ai ces trophées-là. Toujours dans l'exercice de sa vocation, ce prélat catholique a reçu plusieurs diplômes de mérite, des trophées et de médailles en signe de considération pour sa notoriété. C'est le cas par exemple de l'Institut supérieur de hautes études de criminologie et détective de Lubumbashi qui, en mai 2006, lui a délivré un diplôme de docteur honoris causa sur base de la diversité des fonctions qu'il a exercées comme prêtre, juriste et pétri d'une riche expérience de multiples terrains et divers voyages effectués aux États-Unis d'Amérique, en Asie, en Europe, au Canada et en Afrique. Et vit aussi l'éloquence de son ministère sacerdotal et l'idéal qu'il s'est tracé lui-même dans sa vie sacerdotale et qu'il voudrait voir d'application dans la vie chrétienne des enfants de Dieu à travers ses ouvrages contenus dans À cœur ouvert, la spiritualité de la fraternité des foyers chrétiens. Et vu d'autre part que sa vie chrétienne est exemplaire conformément aux idéaux des principes de l'école de criminologie de Lubumbashi, ce diplôme lui a été offert à cette date pour l'immensité des bienfaits réalisés au point de vue spirituel, social et fraternel, bénéfiques à toute la population congolaise. En deuxième lieu, il s'agit de la présidence de la République qui, à travers sa chancellerie des ordres nationaux, le général-major Chulungu Nemboso Otoko lui a, en 2017, décerné un brevet et une médaille de mérite civique. À la même année, la même présidence de la République lui a délivré un diplôme et une médaille de la paix pour sa contribution remarquable à la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Et de ce fait, il est la 96e notabilité du pays à être décoré à ce titre. Et en reconnaissance de son aide généreuse et de son soutien dans la construction du nouveau bâtiment administratif abritant aujourd'hui le barreau de Lubumbashi, le barreau du Haut-Katanga, au travers l'ordre des avocats, a décerné à Maître Adolphe Solochi un brevet de bâtisseur. Toujours dans le même esprit de reconnaissance de la valeur reconnue à cet homme de Dieu, la Corporation des journalistes du Congo n'est pas allée sur le dos de la cuillère. Nombreuses associations de journalistes se sont exprimées sur la qualité de Monseigneur Adolphe Solochi. On peut citer le groupe de presse du Haut-Katanga, ville de Likasi, qui lui a remis en août 2020
un diplôme de mérite après une longue observation sur ses actions et son dévouement d'avoir pérennisé un engagement et d'œuvrer sans relâche pour la culture de l'excellence. Un autre prix d'excellence lui a été aussi décerné en février 2020 par un groupe de responsables de l'ONG Excellence DRC venu de la capitale Kinshasa afin de reconnaître sa générosité, son dévouement à l'épanouissement de la jeunesse ainsi que ses différents investissements à travers la fondation qui porte son nom et surtout sur son implication et attachement avec humilité à l'œuvre de l'Éternel. En décembre 2020, l'Union de la presse citoyenne du Congo a quant à elle lui décerné un prix de l'excellence, c'est là après une longue enquête et sondage de l'opinion tant nationale qu'internationale sur ses bons et loyaux services rendus à l'État congolais pour notamment la création des emplois dont les jeunes Congolais sont bénéficiaires et surtout sa participation citoyenne à l'émergence de la République démocratique du Congo. Sur le plan international, à l'occasion du 10e anniversaire de la Fondation Monseigneur Solochi, ce serviteur des dieux a reçu une bénédiction apostolique spéciale de sa sainteté Benoît XVI qui, à travers ses écrits, le souverain pontife a imploré à l'Éternel Dieu d'accorder une abondante grâce divine sur le ministère d'Adolphe Solochi. La Commission internationale des droits de l'homme n'est pas restée indifférente face aux œuvres de Monseigneur Adolphe. Un certificat d'excellence signé par le docteur Mohamed Shahid Amin Khan, président mondial et ambassadeur général, en titre de reconnaissance sur ses services exceptionnels rendus dans la promotion de l'éducation, de la culture et du développement en République démocratique du Congo et plus précisément dans la ville de Lubumbashi, lui a été délivré. En tant que prélat évoluant dans la société, il a eu des initiatives personnelles. En 2002, il créa une chaîne de solidarité et de partage. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Fondation Monseigneur Adolphe Solochi. Celle-ci a entre autres comme objectif favoriser les rencontres, promouvoir la solidarité entre ses membres, créer un élan tant national qu'international de solidarité et de partage, assister les nécessiteux en leur procurant le minimum vital, sensibiliser et consolider l'opinion publique sur le respect des droits de l'homme et des peuples. À ce sujet, il fonda par ses initiatives le complexe scolaire Imani qui s'est voulu dès le départ comme une école famille parce qu'elle assume la formation morale et spirituelle. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buis. Oui, moi c'est Madame Carmel Mbouy. Je suis directrice de l'école maternelle Imani Monseigneur Solochi. L'école maternelle Imani Monseigneur Solochi, c'est une école très bien organisée et sa structure est normale. Donc nous avons tous les 3 niveaux de l'école maternelle avec 6 classes, 2 parallèles. Donc nous avons les degrés élémentaires qui est la première maternelle qui comprend 2 classes, la deuxième maternelle qui est les degrés moyens avec 2 classes parallèles aussi, donc le A et le B, et 2 classes de troisième maternelle que nous appelons les degrés terminales qui est constitué de 2 classes, la 3e A et la 3e B. Donc l'institution est constituée de 6 classes
et un bureau. C'est comme ça que nous fonctionnons et nous sommes là chaque jour de 7h30 à 14h. Sinon, les activités commencent à 8h. Mais nous venons un peu à temps pour accueillir les enfants. Nous fonctionnons chaque jour de lundi à vendredi. Et la journée de samedi, c'est une journée réservée aux échanges pédagogiques et aux proclamations de foi, signature des bulletins ou des fiches avec les parents. C'est comme ça que notre institution est organisée. Oui, je m'appelle M. Jean-Marie Malala. Je suis enseignant de 4e année au complexe scolaire Imani Monseigneur Solochi. C'est depuis la création de cette école en 1989. Oui, j'ai déjà fait 33 ans ici au complexe scolaire Imani Monseigneur Solochi. Bon, cette école a vu le jour en septembre 1989 sur l'initiative de Monseigneur Adolphe Solochi. C'était normalement pour la section primaire en progression. On avait commencé avec la première jusqu'en 3e année. Et au fil de 2 ans ou au fil des années, on a créé la 4e, la 5e jusqu'en 6e année. Et jusque-là, en tout cas, l'école a fait vraiment des exploits. Parce que nous avons formé des enfants qui sont devenus médecins, ingénieurs, juristes. Et partout dans le monde, il y a un écho favorable qui vient de là, des échos qui viennent de pays là où nos enfants sont partis étudier. Et c'est vraiment des exploits. Et nous avons atteint vraiment les sommets normalement de l'enseignement. C'est vraiment on dirait l'objectif du promoteur a été atteint. Ils sont ardents et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Le complexe scolaire Imani vise premièrement à contribuer au développement intégral et harmonieux de la société en apportant une bonne éducation et un encadrement de la jeunesse. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Bonjour, je m'appelle Tézi Ishara Naïla. Je suis élève en 5e A. Notre école est une bonne école. On enseigne la discipline, il y a de la discipline. C'est une bonne école, il y a des bons enseignants et enseignantes. Il y a des bons directeurs, enseignants, madame. J'ai reçu de l'intelligence. J'ai trouvé des amis ici, des bons profs, des bonnes maîtresses. Si, c'est vrai. J'ai commencé depuis la première maternelle, 2e, j'ai quitté et puis je suis rentrée en 3e primaire. Je l'ai dit de ne pas quitter cette école, c'est une bonne école, de respecter les enseignants, d'avoir de l'intelligence et de bien travailler. Ils sont ardents et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Comme on le sait, la section maternelle a pour but d'assurer l'épanouissement de la personnalité de l'enfant par une action éducative en harmonie avec le milieu familial et social. Ceci s'accompagne toujours par une suite logique du primaire qui a entre autres aussi comme objectif préparer l'enfant à la vie, de lui donner un premier niveau de formation générale, physique, civique et morale, comme le témoigne ici Zachary Muyumba Kalimasi,
directeur de l'école primaire. Je suis dans cette école voilà, de cela 32 ans. C'est depuis la jeunesse de l'école, depuis 1989. J'ai d'abord été engagé comme enseignant. Et 3 ans après, il a plu à Monseigneur, le promoteur, de m'élever au rang de directeur adjoint. Et c'est depuis la rentrée scolaire 1993-1994 que je suis directeur adjoint dans cette école. Et j'ai évolué comme ça pendant 5 ou 6 ans. Et vraiment, j'ai été élevé au rang de directeur. Donc, je suis à la direction depuis 1993, comme on dit les Belges, 1993. Bon, en fait, l'organisation d'une école est statutaire. C'est le ministère qui organise, qui donne, à travers la législation scolaire, qui définit les cadres. Mais en termes de structure, il y a 6 niveaux, de la première en 6e. Et nous avons commencé petitement en progression. La première année, il y avait 2 classes de première, une classe de 2e et une classe de 3e. Et l'école a évolué en progression comme ça. C'est à la rentrée scolaire 1992, excusez-moi l'expression, 92-93, que la section primaire a eu son cycle complet. Et à cette rentrée-là, l'école avait eu 13 finalistes. Et tous les 13 avaient réussi. À l'époque, on appelait examen sélectif, actuel examen national de fin d'études primaires, qui a mué en TENAFEP. Et au jour d'aujourd'hui, nous comptons 18 classes à raison de 3 classes par niveau. Donc 3 premières, 3 deuxièmes, 3 troisièmes jusqu'en 6e année. Donc 18 classes dans l'ensemble. Voilà un peu comme structure de l'école. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit. Selon l'un des responsables de cette école, dans la vision du fondateur, jamais la section du primaire ne peut suivre son cursus normal sans achever le cycle du secondaire. Car, d'après Kankonde Beya Emmanuel, préfet des études, l'enseignement secondaire a pour but de faire acquérir à l'élève les connaissances générales et spécifiques. Voilà ce qui justifie à plus forte raison son impact dans cet établissement scolaire partenaire de l'UNESCO. On l'écoute. Notre école organise pour la section secondaire les 2 dernières années du cycle de l'éducation de base, les classes de 7e et 8e, anciennement le secondaire général. Nous avons la section littéraire, option latin philo. Nous avons la section scientifique. Dans le temps, c'était scientifique A et scientifique B, c'est-à-dire maths, physique et biochimie. Mais depuis la réforme, on a fusionné les 2 options biochimie et maths, physique.
Donc nous organisons la section scientifique avec comme option sciences. Nous avons la section commerciale, et ici précisément commerciale et gestion. Mais avant la réforme à ce niveau-là, c'était la commerciale et administrative. Et enfin, nous avons la section hôtellerie et restauration. Voilà ce qui est des filières organisées à la section secondaire du complexe scolaire Imani Monseigneur Solochi. L'enseignement se déroule normalement. Nous sommes une école privée agréée d'obédience catholique. En tant qu'école privée agréée, nous appliquons le programme national. Et les cours se font conformément au programme en vigueur en République démocratique du Congo. Donc nous organisons les enseignements pratiquement comme le veut le législateur, donc le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Disons, en guise d'historique, la section secondaire du complexe scolaire Imani Monseigneur Solochi a ouvert ses portes en 1993, l'année 1993-1994, avec une classe de première secondaire. Alors, à ces jours, si vous comptez bien, nous sommes déjà à 29 ans de fonctionnement de la section secondaire. Et personnellement, j'ai été nommé préfet le 2 septembre 2000. Donc je suis préfet depuis l'année 2000, donc à l'ouverture de l'année 2001. Je suis le deuxième préfet de l'école. Le premier a commencé en 1993 jusqu'en 2000. Et je suis le deuxième depuis 2000 jusqu'à ces jours. Alors, en termes de promotion, ici nous voyons les finalistes des humanités. Nous avons présenté notre première promotion de finalistes à l'examen d'État à l'édition 1999. C'était la première promotion. Et à ces jours, la promotion que nous allons présenter ici, c'est la 24e. Je sais qu'il n'est pas facile de parler de soi, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, sûrement vous avez entendu parler de cette école en termes de qualité d'enseignement. Et qui dit qualité de l'enseignement voit d'abord la qualité des enseignants. Nous avons une vision, c'est la vision de notre promoteur, j'ai cité Monseigneur Adolphe Solochi. C'est cette vision qu'il a transmise à l'école. Déjà au niveau de recrutement, on ne recrute pas n'importe qui. Il faut être pédagogue de formation. En dehors de filières où les ISP ne forment pas encore, tous ceux qui donnent cours chez nous sont qualifiés et ils sont soumis à des critères de sélection très sévères. Et quand quelqu'un est pris ici, vous pouvez être sûr que ça vaut la peine de compter sur lui. Alors cela explique pourquoi les enseignements que nous dispensons ici sont de grande qualité. D'ailleurs, vous allez voir même les élèves, nous ne prenons pas n'importe qui. Nous sommes très exigeants parce que notre système éducatif a 3 piliers. Le premier pilier, c'est le spirituel. Je vous ai dit déjà au départ que nous sommes une école privée d'obédience catholique. Pour nous, le premier pilier, c'est d'abord le spirituel. Le deuxième pilier, c'est l'intellectuel, parce que c'est une école. Et enfin, le troisième pilier, c'est la discipline. Absolument. Vous ne pouvez pas avoir une école de qualité sans compter des lauréats. Et comme je l'ai souligné,
nous nous sommes présentés à l'examen d'État pour la première fois en 1999 et déjà en 2000 nous avions des lauréats au niveau provincial en latin philo. En 2002 on en a eu aussi en latin philo. En 2007, nous avons eu le meilleur lauréat en biochimie. En 2008, nous avons eu un meilleur lauréat en maths physique. Et en 2020, nous avons eu une meilleure lauréate en maths physique. Généralement, c'est au-delà de 80%. Donc nous partons de 80 jusqu'au-delà. Il y en a qui sont arrivés jusqu'à 86, 87, 88. Ça va de pair, comme vous pouvez le remarquer. Il y a eu organisation de plusieurs bourses dans notre pays. Déjà en 2000, avec le feu président Laurent Désiré Kabila, une bourse de 400 $ était octroyée à tout finaliste des humanités réalisant au moins 65%, à condition qu'il soit inscrit dans une université au niveau national. Nous avons eu nos élèves qui ont terminé cette année, qui ont bénéficié de cette bourse. En 2002 et en 2003, c'est l'ancien président Joseph Kabila qui a aussi octroyé une bourse à tout finaliste qui atteignait au moins 70% de l'examen d'État. Nos élèves ont bénéficié de cette bourse, ils ont même eu l'opportunité de voyager jusqu'à Kinshasa pour aller rencontrer le président de la République. En 2004 et en 2005, c'est la société de communication Vodacom qui a mis sur pied une bourse appelée Motomolo. Cette bourse était réservée à tout finaliste des humanités qui réalise au moins 75% à l'examen d'État. Mais ça, c'était au premier niveau, parce qu'après avoir réalisé 75%, il y avait un autre test, un concours que Vodacom organisait, et ceux qui réussissaient à ce concours-là obtenaient la bourse pour aller poursuivre les études en Afrique du Sud. Là aussi, nous avons eu au moins 5 candidats qui ont bénéficié de cette bourse de Vodacom. Il y en a bien sûr qui n'ont pas été intéressés parce qu'ils avaient d'autres projets. En 2008 et en 2010, au niveau provincial, le gouverneur d'antan, Monsieur Son Excellence Moïse Katumbi, avait instauré une bourse pour tout finaliste ayant réalisé 80% de l'examen d'État. Donc en 2008 comme en 2010, nous avons eu de meilleurs lauréats qui ont bénéficié de cette bourse qui consistait en une somme de 2500 $. Et tout récemment, nous sommes en 2020 avec la fondation de la distinguée première dame. J'ai cité Madame Denise Nyakero qui a instauré une nouvelle bourse Excellentia. Nous avons eu une meilleure lauréate en maths physique qui a réalisé 86% de l'examen d'État et a satisfait au concours pour cette bourse. Elle est allée même à Kinshasa à la réception organisée par le couple présidentiel. Voilà, à titre indicatif, quelques bourses que nous pouvons citer. Oui. Bon, disons, nous avons été invités pour une réunion d'information. On nous a promis de nous contacter par la suite et c'est resté pratiquement lettre morte. Nous attendons, peut-être que nous serons contactés à cette fin. Mais quand on a commencé ce projet-là, nous avons été associés aux réunions préparatoires. Un mot, c'est réitérer ce que j'ai dit. Nous sommes une école d'excellence. Nous faisons la fierté de la ville de Lubumbashi, de toute la province du Haut-Katanga et pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Nous avons formé
des jeunes gens qui sont devenus des grands responsables aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart de nos élèves, partout où ils passent, ils sont allés en Afrique du Sud, ils sont allés en Belgique, ils sont allés en France, aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Japon, ils se sont toujours distingués. Donc, merci à tous les parents qui nous ont fait confiance et nous demandons aux autres parents qui hésitent parfois, qui suivent les ondits, qui pensent que c'est compliqué de faire scolariser son enfant à Imani. C'est une école très ouverte où l'objectivité règne à maître. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un... Bonjour, je m'appelle Camille Jacksana, élève de la 6e latin depuis la maternelle, depuis la première maternelle, depuis mon enfance, je suis à Imani. Imani, c'est une école d'exception, comme le dit notre préfet, une école pas comme les autres, dans le sens où nous avons une formation de qualité. La preuve que je suis restée ici depuis la maternelle jusqu'à maintenant. La discipline, elle est incroyable. La prière, toujours basée sur la prière, la chose la plus importante que Monseigneur Abel Solochi nous donne comme héritage. Et la formation est très importante aussi. Vous avez des élèves intelligents, des élèves remarquables, des élèves incroyables. Donc, c'est juste ça, la formation. Ma famille tout entière est passée par ça. Donc, voilà. Je pourrais dire aura, rapport à Aix, comme Monseigneur l'a dit, comme ma phrase préférée de César, qui dit Veni, Winky, je suis venu, j'ai vaincu et j'ai vu. Le latin nous apprend beaucoup de choses, mais les gens ne s'intéressent pas trop au latin. On dit que le latin est assez. C'est une langue morte, mais c'est le latin qui a ouvert le monde à tous les gens. C'est droit en français. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer le latin philo. J'étais pas très forte en maths, comme on peut dire, mais maintenant je me débrouille assez bien grâce au professeur Zimani. Le latin philo, c'est une langue qui nous permet d'exprimer ce qu'on ressent par la poésie, l'éloquence, de parler en public, de faire des poèmes, de faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire en commercial, en scientifique ou dans d'autres sections d'Imani. Donc je vous encourage à venir nombreux parce que Imani c'est une école d'exception, une école qui forme des futurs présidents, des futurs journalistes, des futurs, des futurs docteurs. On vous assure une formation de qualité. La discipline, elle est incroyable. Ça, c'est pour les parents qui veulent bien former leurs enfants. Et la prière, c'est surtout la chose la plus importante parce que d'autres écoles ne privilégient pas la prière. Mais Imani privilégie la prière en tout temps et en toutes choses parce que c'est Dieu qui est le commencement de toutes choses. Donc, je vous encourage vraiment à vous inscrire, même l'année prochaine, à venir à Imani parce que on va vous former, vous serez des gens incroyables. Je ferai passer sur mes lèvres chaque décision de